Troisième leçon de Python, les boucles. Les boucles sont utilisées dans l'ensemble de tous les programmes, les langages de programmation. Il y en a essentiellement trois qui sont généralement utilisés. La boucle tant que, la boucle pour et la boucle jusqu'à ce que. Cette troisième étant absente du langage Python. Nous allons tout de suite les découvrir. Alors, rappelons encore une fois ce qu'est l'incrémentation avec la notation un peu particulière qui serait écrite comme étant i est égal à i plus a. Hein, c'est quelque chose d'essentiel et de très important dans les boucles parce que l'idée dans une boucle c'est de répéter plusieurs fois les mêmes instructions un certain nombre de fois et généralement on a besoin d'un compteur et vous allez voir que ce compteur lui de son côté peut être incrémenté de 1 mais pas spécialement. On peut incrémenter d'une valeur qui soit plus grande, par exemple de 2 si on ne veut obtenir que des nombres pairs, mais on peut aussi aller dans l'autre sens et ajouter des valeurs négatives de telle sorte que on passe dans le domaine de la décrémentation. Donc on passe d'un nombre et puis on retire 1 à chaque fois. Ici vous avez l'autre écriture de l'incrémentation où le pas vaut 1 et qui correspond exactement à cette écriture-ci. Alors, si je prends le diagramme d'état et que je prends la petite valeur i, bah vous savez que si i est égal à 25, eh bien dans la petite boîte qui se trouve ici vient se placer la valeur 25 et si jamais je veux rajouter 1, eh bien au lieu de se référencer vers la boîte qui se trouve ici, elle va quitter cette boîte pour aller se placer dans une autre boîte avec la valeur 26. Commençons donc par la première boucle, c'est la boucle tant que, while en anglais. Hein, c'est exactement cette boucle while que vous pouvez retrouver également en Java et en C++. Et la structure est comme ceci. C'est-à-dire que, bon, que tant que des conditions sont respectées, tant qu'elles sont vraies, eh bien, on va faire des instructions qui seront identiques, voire quasi identiques. Vous allez voir que il peut y avoir bon, des petites modifications, justement, grâce à l'incrémentation. Et une fois que, bon, que les instructions sont faites, eh bien, on va retourner voir si les conditions sont remplies, et puis une fois qu'elles ne le sont plus, eh bien, on sort de la boucle tant que, on a terminé. En Python, c'est très simple, on écrit while avec les conditions, 2 points, et les instructions seront de nouveau précédées de 4 petits espaces qui se placeront automatiquement, et une fois que toutes les conditions sont remplies, eh bien, on sort de cette boucle. Voilà l'organogramme correspondant. Donc on descend et puis on commence par examiner des conditions. On va supposer qu'elles sont vraies, donc on va descendre et on va faire des instructions. Une fois que les instructions sont faites, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, hop, on revient à notre point de départ et vous voyez donc ce qu'on appelle cette fameuse boucle. Donc on va tourner encore et encore et encore tant que les conditions sont vraies. Donc il faudra faire attention que les conditions qui se trouvent ici ne soient pas tout le temps vraies. Sinon, le programme va toujours être bloqué dans cette boucle, va continuer à tourner et ne s'arrêtera jamais. Donc l'idée c'est que les conditions à un certain moment donné ne soient plus remplies. Une fois que ce n'est plus le cas, hop, eh bien on sort de la boucle pour poursuivre le programme. Examinons un exemple. On veut faire le calcul du PGCD, du plus grand commun diviseur de deux nombres. Donc l'idée, c'est de trouver un nombre qui est divisible à la fois par 840 et 532. Et ce qu'on souhaite, c'est que ce nombre en question soit le plus grand. Donc on pourrait dire par exemple, on a 840 et 532 sont tous les deux divisibles par 2. C'est un diviseur commun, mais ce n'est pas le plus grand. L'idée, c'est de le rechercher. Il existe plusieurs méthodes. L'idée est d'utiliser la méthode d'Euclide qui fonctionne très bien comme algorithme dans les langages de programmation.
Et voilà comment ça se passe. Alors quand on voit un tableau comme ça, ce n'est peut-être pas très clair. Ce qu'il faut, c'est examiner ligne par ligne. Vous avez toute une série de dividendes, diviseurs, quotients et restes. Qu'est-ce qu'on fait? En réalité, on prend les deux nombres, 840 et 532. On commence par le plus grand et ensuite le plus petit. Donc on divise le plus grand par le plus petit. On obtient un résultat, le quotient et le reste. Les quotients ne nous intéressent pas, ils ne servent que d'intermédiaire pour pouvoir trouver le reste. Donc voyons comment nous allons procéder. On fait 840 divisé par 532. Quand on veut faire cette division, on voit clairement que on ne peut avoir que 1, quelque chose. Donc le quotient c'est 1. Et il y a un reste de 308. Donc 532 fois 1 plus 308 donne 840. Bien. Maintenant, comment est-ce que je vais faire pour passer à la deuxième ligne? En fait, c'est très simple. L'idée, c'est de répéter la même chose plusieurs fois en plaçant le diviseur à la place du dividende et le reste à la place du diviseur. Donc le 532 qui est là, je le place là. Le 308 qui est là, je le place là. Et je recommence. L'idée, c'est de faire l'opération jusqu'à ce que j'ai le reste qui soit égal à 0. Et comme il n'y a pas de jusqu'à ce que en Python, on va dire tant que le reste est différent de 0, eh bien, je vais procéder à chaque fois à la même division. Donc, je fais 532 divisé par 308. Ça me donne 1, reste 224. 308 fois 1 plus 224 donne 532. Le reste n'est pas égal à 0. On recommence. Le 224 devient le nouveau diviseur. Le 308 devient nouveau dividende. Et ainsi de suite jusqu'au moment où j'arrive à la fin à un reste qui vaut 0. À ce moment-là, je m'intéresse au dernier diviseur et je peux affirmer que ce diviseur, c'est le plus grand commun diviseur que j'ai recherché. Une fois qu'on a fait ça, on peut éventuellement rechercher le plus petit commun multiple. De quoi s'agit-il? C'est aller dans l'autre sens, c'est rechercher un nombre qui est à la fois divisible par 840 et divisible par 532. Et l'idée, c'est rechercher le plus petit. Alors, il y a moyen de pouvoir démontrer que si je fais 840 fois 532, eh bien, ce serait égal au PGCD de 840 et de 532, multiplié par le PPCM de 840 et 532. Donc, on peut trouver que si je veux chercher le PPCM, je fais le produit de 840 fois 532 divisé par le PGCD résultant, c'est-à-dire que je fais 840 fois 532 divisé par 28, je vais trouver 15 960. Voyons Python. Voilà. Si je fais le LDA, l'idée c'est d'abord de lire deux valeurs que je vais stocker dans deux nouvelles variables A et B. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que mon X et Y, je voudrais le garder pour la fin, pour le calcul du PPCM. Oui, le PPCM, c'est ça. Donc, une fois que j'ai A qui contient la valeur de X et B qui contient la valeur de Y, je vais pouvoir jouer là-dessus. Et comme je vais faire une série de divisions successives, je vais faire A divisé par B. Il faut que A soit plus grand que B. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Si je vois que A est plus petit que B, ben, il faut que j'échange leur place. Ça, je ne détaille pas, on a déjà vu comment on peut faire ça, et bien, ça se voit tout de suite ici, par le changement de valeur des variables. Bon, ça c'était une toute petite boucle-ci. Je me lance dans le tant que. Si on n'est pas dans Python, on est obligé d'utiliser ces trois lignes. Ce que je dois faire, c'est de stocker B dans A, lorsque B est différent de 0, sinon on aurait déjà terminé, et B correspondra au reste de A mod B.
pour qu'il n'y ait pas d'écrasement, je suis obligé d'utiliser une valeur temporaire. Ceci n'est vrai que dans les autres langages de programmation. Par contre, en Python, ça devient beaucoup plus facile. Je peux exactement utiliser la même méthode que les échanges de variables. C'est-à-dire que ici, dans A, je viens stocker B, et dans B, je viens stocker A mode B. Voilà, on a le tout ici qui nous intéresse, donc avec la fonction si, la boucle while, et il n'y a plus qu'à donner le résultat. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Tant que b est différent de 0, on applique ceci. Une fois que on obtient que le b devient 0, eh bien, on ne va plus faire de division. Si b vaut 0, eh bien, alors à ce moment-là, le a correspond en réalité donc à ce qu'on recherche, le PGCD. Il n'y a plus qu'à l'écrire. PGCD de x de y vaut a. Et ensuite, on peut, si on le désire, rechercher la valeur de PPCM qui vaut x fois y divisé par a, où j'ai demandé qu'il y ait une conversion entière. Alors pourquoi est-ce que j'ai demandé de faire cette conversion entière? Tout simplement parce que, par défaut, voyant qu'il a affaire à une division, il aura envie d'écrire un flottant et il va me mettre toute une série de 0 derrière virgule, ce qui n'est pas vraiment intéressant. Passons aux chaînes de caractères. Les chaînes de caractères sont ce qu'on appelle des séquences. C'est une séquence de caractères. Alors c'est un terme qui va revenir souvent, des séquences, parce que il y a plusieurs possibilités de séquences. Et vous allez voir aussi que, on y reviendra également plus tard, que les séquences font partie de conteneurs. On y reviendra également, donc ça veut dire que vous avez des conteneurs qui ne sont pas des séquences. Mais laissons ça sur le côté pour l'instant. Ce qui nous intéresse, c'est surtout ceci. Si vous avez n caractères dans votre chaîne, eh bien, les indices de chacun de ces caractères vont être dotés de 0 à n-1. Donc, souvenez que si je prends le mot Monty de Monty Python, hein, eh bien, le mot ici est le nom que j'ai donné à ma variable. Monty est la valeur qui se trouve dans la variable mot. Et donc, vous avez que la première lettre, c'est-à-dire l'indice 0 de mot, c'est M. Donc, vous avez 0, 1, 2, 3, 4. Il y a bien 5 caractères qui ont comme indice de 0 jusqu'à 4. Alors, les chaînes de caractères sont un peu particulières au niveau déjà pour le diagramme d'état. C'est que vous voyez, c'est cela un peu qu'est le principe du conteneur, c'est que vous avez donc mot qui va alors à ce moment-là se référencer à une sorte de bloc si vous voulez, qui contient donc tous les indices, et chaque indice va à ce moment-là être référencé vers la valeur correspondante. Alors ce qu'il y a de particulier dans la chaîne des caractères, c'est que quand vous avez ça, eh bien vous pouvez plus le modifier par la suite. On dit que vous avez affaire à une chaîne dite qui est immuable, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas changer un morceau de votre chaîne de caractères. Vous êtes obligé de le changer entièrement. Mais on va y revenir un peu plus tard. D'abord, une petite remarque, toujours concernant les indices de votre chaîne de caractères. On peut également le noter avec ce qu'on appelle des indices inversés. C'est-à-dire que si je vais du premier jusqu'au dernier, vous avez 0, 1, 2, 3, 4. Mais si vous allez du dernier jusqu'au premier, vous pouvez également noter l'indice -1, -2, -3, -4, -5. Donc ce qui fait que en réalité, donc, ce que j'ai noté ici, mot -2 est en réalité égal à mot 3, qui correspond à ce moment-là à la lettre T.
Vous pouvez donc déterminer, grâce à différentes fonctions, ici la fonction len, la longueur d'une chaîne de caractères. Ça peut être intéressant lorsque vous devez utiliser une boucle dont le nombre de tours correspond exactement à la longueur d'une chaîne de caractères. Donc par exemple Monty, eh bien la longueur est 5. Donc voilà, vous pouvez très bien dire alors à ce moment-là, associer à une variable la valeur qui correspond à la longueur du mot, et du coup il y a possibilité de considérer que dans une boucle, eh bien que l'on fasse 5 fois le tour. Vous pouvez aussi prendre des mots et en prendre des parties. Vous avez ce qu'on appelle les slices. En fait, vous prenez une tranche, donc vous avez votre mot Monty qui se trouve là, et vous voulez prendre le mot qui va de 1 jusqu'à 3. Alors, regardons un petit peu. 0, 1, 2, 3, 4. Alors, si je fais de 1 jusqu'à 3, ça me ferait 1, 2, 3. Sauf que, quand on va de 1 à 3, même si le crochet a l'air de prendre le 3, eh bien, c'est de 1 à 3 exclus. Donc, on n'a plus que le O et N. Donc, c'est pour ça que le N apparaît comme ceci. Si maintenant, même chose, je vais demander le mot qui va de moins 3 à moins 1, alors j'ai moins 1, moins 2, moins 3. Donc c'est N, T, Y. Mais le dernier, là, le moins 1, n'est pas pris. Donc il n'y a plus que le NT qui intervient. Vous avez alors également des slides qui sont un peu particulières, comme ce qui est noté ici. Vous pouvez demander où vous allez du mot où vous prenez absolument tout jusqu'au troisième non compris. Donc Monty, donc 0, 1, 2, vous prenez ces trois lettres-là et les autres, vous les excluez. Par contre, si vous demandez comme ceci, vous demandez du troisième jusqu'à la fin, donc 0, 1, 2, 3, le troisième jusqu'à la fin, bien vous avez Monty. Il y a alors une autre manière qui est un peu tordue. Hein, bon, il y a moyen de l'écrire, mais il suffit de demander de faire print mot et il va faire la même chose que plutôt demander mot avec les crochets avec 2 points. C'est d'écrire toutes les lettres de mot du premier jusqu'au dernier caractère et bon bah il vous donne le tout. Alors, donc ça c'est la remarque que je vous avais déjà faite tout à l'heure. Les chaînes sont immuables, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas, à l'intérieur d'une chaîne de caractères, modifier une lettre. Voyez que vous avez mot correspond à la valeur Monty. Et vous dites, moi, tout compte fait, je voudrais que le M majuscule devienne un M minuscule. Et donc vous dites, tiens, ben, je veux que le premier caractère de ma chaîne, mot, eh bien, devienne petit m au lieu de grand M. Eh ben, il ne sera pas d'accord. Il va vous dire, non, il n'en est pas question. Il faut changer le mot, ou alors, bon, il faut dire que le mot sera égal à tout à fait autre chose. Donc regardez, ici, j'ai écrit en dessous un mot 2, mais ce n'était pas obligatoire. J'aurais pu dire mot en disant que je vais changer la valeur de la variable de départ. Et je vais avoir, donc mot 2 est égal, je commence par mettre la petite lettre M entre deux apostrophes. Je fais une concaténation plus le mot qui va du 1 jusqu'à la fin. Donc je fais un petit M plus onti. Eh bien ça fait à ce moment-là Monty, mais avec un M minuscule. Boucle suivante, la boucle for, qui va également jouer sur des séquences. La séquence peut très bien être une chaîne de caractères, ça peut être tout à fait autre chose. Alors, elle est assez simple, cette boucle. On va dire pour la variable qui va dans toute la séquence. Hein, donc, par exemple, pour toutes les lettres qui se trouvent dans un mot, on peut faire des instructions.
vous allez voir que il y a moyen de pouvoir utiliser une fonction particulière qui permet de dire, moi j'aimerais bien tester pour que la variable aille de 1 jusqu'à 10 par exemple. Hein, donc vous avez à ce moment-là une séquence particulière qui va utiliser une fonction bien spécifique, que vous allez voir tout de suite, et vous allez alors avoir for variable in séquence, et bien faire les instructions. C'est-à-dire que tant que la variable se trouve dans la séquence, on va faire toutes les instructions. Une fois qu'on n'est plus dans la séquence, eh bien, on sort de la boucle. Et alors, donc, c'est une petite remarque, il n'y a pas que les chaînes de caractères qui sont des séquences. Je venais justement de parler de la création de séquences. On va voir tout de suite comment on fait ça. Et puis, il y a d'autres choses dont on parlera dans des leçons ultérieures, que sont les listes et les tuples. Voilà, alors, comment est-ce qu'on fait pour créer une séquence? On peut à ce moment-là utiliser ce qu'on appelle un itérateur, et on peut le faire avec la fonction range, c'est la fonction la plus classique. Alors, la théorie va nous dire que dans range, qu'est-ce qu'il faut mettre? 3 valeurs maximum, hein, où on donne les débuts, la fin et puis le pas. Voilà, et start et step sont en rouge parce qu'elles ne sont pas obligatoires. Regardez ce qui se passe si je ne mets que range et que je mets une valeur 5. Donc en fait, je mets la valeur stop. Ce qu'il faut savoir, c'est comme on a vu précédemment, c'est que c'est la valeur qui n'est jamais prise. Donc ça veut dire que si je fais range 5, je vais prendre 5 valeurs qui vont donc de 0 jusqu'à 4. Mais 5 n'est pas inclus. Si je fais range 2, 5, ça veut dire que je prends deux valeurs, la stop est toujours obligatoire, mais le step est omis. Ça veut dire que je vais aller de 2 jusqu'à 5, le 5 n'étant pas inclus. Donc ça me donne 2, 3, 4. Un range avec 3 valeurs. Donc ici, a priori, je vais de 2 jusqu'à 10, où le 10 n'est pas inclus. S'il n'y avait rien ici, j'irais donc de 2 jusqu'à 9. Mais en mettant 2, je dis que je fais un pas de 2, donc je recherche que des valeurs paires. Je vais faire 2, 4, 6, 8 et pas 10 puisqu'il n'est pas inclus. Et je peux très bien créer une séquence où je vais dans l'ordre décroissant, je vais du 5 jusqu'à 2, mais avec un pas de moins 1. Donc je descends, je fais 5, 4, 3 et pas le 2. Le 2, lui, n'est pas inclus. Et voilà, ça me permet donc de pouvoir créer alors à ce moment-là des séquences que je vais pouvoir introduire dans ma boucle for. On peut également créer de cette manière-ci des nombres aléatoires qui vont beaucoup servir dans les jeux. Donc, comment est-ce que je fais ça? Toujours en utilisant range. Eh bien, devant range, je mets rand ici, qui correspond à random. Donc, la fonction random fait partie du module random. Donc, la fonction rand_range, je peux utiliser exactement de la même manière que range. Donc, si je fais rand_range de 5, vous savez que la séquence est 0 jusqu'à 4, mais il va alors à ce moment-là vous donner un entier parmi ceux-là. Donc, vous imaginez que vous avez un chapeau avec des papiers qui sont numérotés de 0 jusqu'à 4 et vous prenez un papier au hasard. Même chose pour ce qui est de range de 5 et la correspondance, donc round range de 5 et puis alors de 10, 2. Donc vous imaginez que dans votre chapeau, vous avez mis les nombres 2, 4, 6, 8 sur des bouts de papier que vous en tirez un au hasard. Alors, ça peut servir dans des jeux de cartes par exemple. Mais alors, il y a une autre fonction qui est pas mal non plus, qui est un peu équivalente, c'est la fonction roundInt qui, alors à ce moment-là, va plutôt aller de la valeur A comprise jusqu'à la valeur B comprise. Donc si je fais roundInt 1,6, donc ça veut dire qu'il va me choisir un nombre qui va de 1 jusqu'à 6. Eh bien, c'est le cas classique lorsque vous prenez un dé à jouer classique, vous le lancez sur la table, eh bien, il y a 6 possibilités qui vont de 1 jusqu'à 6. Eh bien, c'est Python qui lance le dé à votre place.
Voilà, prenons un exemple avec également un cas tout à fait classique, c'est le calcul de factoriel. Alors, qu'est-ce que c'est que le calcul de factoriel d'un nombre? Eh bien, supposons que je prends factoriel 4, factoriel de 4, eh bien, je fais 4 fois 3 fois 2, éventuellement fois 1, ça, celui-là ne sert pas à grand-chose. Si je prends factoriel 10, eh bien, c'est 10 fois 9 fois 8 fois 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, etc., etc. Vous aurez compris le principe. Bien, alors, il y a deux cas particuliers. Il y a factoriel de 1 qui vaut 1. Et étonnamment, on peut le démontrer en réalité très facilement. Factoriel de 0, eh bien, il vaut 1 aussi. Donc, ce sont les deux cas particuliers. Et avec cela, bon, on a tout pour pouvoir construire le calcul de factoriel en introduisant un nombre n. Et ce que je vais faire, c'est factoriel de n. Alors, par facilité, nous dirons que nous ne travaillons que, bien sûr, avec des valeurs entières, hein, sinon ça n'aurait pas beaucoup de sens. On pourrait se poser la question, est-ce que du coup ça veut dire que factoriel de 1 demi ça n'existe pas? Eh bien la réponse est oui, ça existe, mais ça demande des calculs avancés qui font appel au calcul différentiel et intégral. Donc on laisse ça tout à fait de côté et on prend les factoriels classiques tels qu'ils sont généralement utilisés dans les calculs de probabilité. Bien, alors, comment on va se lancer? Eh bien, on utilise la fonction si, d'abord, qui permet de pouvoir tester si dans n on a placé la valeur 0 ou 1. Dans ce cas-là, on n'a pas besoin de faire de calcul. La valeur du factoriel, c'est 1, et puis c'est fini. Bon. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Je dis qu'au départ, eh bien, ma valeur factorielle vaut n. Et puis après, je vais la multiplier par n-1, n-2, n-3, etc. jusqu'à 2. Notez que, par facilité, je peux très bien, plutôt que d'aller dans un ordre décroissant, je peux le multiplier d'abord par 2, par 3, par 4, et puis jusqu'à n-1. Donc, je reprends, je fais factoriel 5 par exemple. Si je fais 5 fois 4 fois 3 fois 2, c'est la même chose que si je fais 5 fois 2 fois 3 fois 4. Ça revient exactement au même. Et du coup, ça me permet, lorsque je vais écrire en Python ma séquence, eh bien, je pourrais me passer du pas qui n'a pas d'utilité. Donc, qu'est-ce que je vais faire au niveau de la boucle? C'est que pendant que la boucle va à chaque fois être incrémentée de 1 à partir de la valeur 2, eh bien, j'ai ma nouvelle valeur de factoriel qui va à chaque fois être multipliée par la valeur en question. Donc, je prends par exemple factoriel de 5, j'ai dit n est égal à 5. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, dans ce cas-ci, il va faire, on a i qui vaut d'abord 2, il va faire 5 fois 2. Puis on fait le fois tour, et puis il va faire le résultat fois 3. Il refait le tour, et puis il doit s'arrêter à n-1. Il va faire de nouveau fois 4. Il aura le résultat final de factoriel. Il n'y aura plus qu'à écrire le résultat. Donc en Python, qu'est-ce qu'on va faire? On commence par introduire un entier positif. Négatif, ça risque pas de fonctionner. Au niveau des factoriels, vous pouvez essayer factoriel de moins 1. Donc le tout entre parenthèses, hein, c'est pas moins et puis factoriel de moins 1. Factoriel de moins 1 en tout, ça n'existe pas. Bon, alors, je peux tester si n est égal à 0 ou si n vaut 1, ben, le factoriel vaut 1. Sinon, else, eh bien, je commence par mettre dans la variable fct ici le nombre n. Et puis alors, avec ma séquence qui va de 2 jusqu'à n, mais je vous rappelle que n n'est pas compris, donc en réalité ça va être de 2 jusqu'à n-1, eh bien je fais la petite multiplication en boucle, et quand je suis arrivé à la valeur n-1, il s'arrête et je n'ai plus qu'à écrire la valeur du factoriel. Ici vous avez donc le programme complet permettant de pouvoir trouver la valeur, le factoriel d'un nombre. Alors voilà
Encore un autre exemple qui va nous intéresser et qui pourrait faire peur, hein. Bon, on voit intégration numérique. Alors la question c'est de dire, est-ce qu'on va faire vraiment le calcul des intégrales? Ben, en fait, non, pas du tout. L'idée, c'est de montrer que par l'informatique, par différents types d'algorithmes, il y a moyen de pouvoir trouver la surface, l'air qui se trouve en dessous d'une courbe. Donc, vous avez donc le système d'axes avec ici une courbe y est égale à f de x. En dessous, vous avez l'air assuré qui nous intéresse. Et je voudrais connaître l'air en question, connaissant la fonction et connaissant donc l'intervalle x0 jusqu'à xn. Hein, on viendra tout de suite pourquoi est-ce que j'ai mis l'indice 0 et petit n, vous allez le voir tout de suite. Et l'idée donc c'est de savoir que en mathématiques générales, eh bien on sait que le calcul d'une intégrale définie permet justement de pouvoir connaître à coup sûr l'aire qui se situe en dessous de cette courbe pour peu que la fonction soit intégrable. Mais il y a plein de fonctions qui ne le sont pas. Si on prend la fameuse fonction gaussienne, celle-ci, hein, la fameuse courbe en cloche qui est utilisée également dans le calcul des probabilités, eh bien là ça ne marche pas, elle n'est pas intégrable, donc on est obligé d'utiliser l'informatique pour pouvoir trouver les différentes valeurs. Alors, j'ai décidé de prendre un exemple de méthode d'intégration numérique. C'est une des méthodes dites des rectangles. Je trouve que c'est une des méthodes les plus simples et qui donne des résultats qui sont assez proches. En fait, vous avez trois méthodes possibles au niveau des rectangles. Vous avez les rectangles qui sont placés tous en dessous, les uns à côté des autres, en dessous de la courbe. Ça veut dire que vous avez comme résultat une aire, si je fais la somme des aires de tous les rectangles, quelque chose qui sera inférieur au résultat. Vous avez l'autre école qui font des rectangles qui sont tous au-dessus de la courbe. Là, vous aurez le contraire. Vous aurez une aire à ce moment-là qui sera trop grande. Et puis, vous avez l'intermédiaire, c'est celui personnellement que je préfère, c'est le rectangle où vous avez une partie au-dessus et puis une partie en dessous. Ce qui fait que du coup, la partie qui est au-dessus compense alors à ce moment-là la partie ici du dessous qui manque. Et on finit alors à ce moment-là en mettant des rectangles les uns à côté des autres, une valeur approchée qui peut devenir alors à ce moment-là très très bonne. Il existe d'autres méthodes, il y a ce qu'on appelle la méthode de trapèze, il y a aussi dite la méthode dite de Simpson qui utilise toute une série de paraboles entre trois points, mais qui devient beaucoup plus complexe. On va donc s'arrêter donc avec ce rectangle qui est très simple et regardons comment ça fonctionne. L'idée donc c'est de mettre toute une série de rectangles les uns à la suite des autres. Le premier sera ici, voilà, le dernier sera là, voilà, comme ceci. Et comment est défini ce rectangle? Eh bien, il possède une certaine épaisseur. Il y a une valeur centrale, que j'ai notée xi ici. La valeur centrale qui, elle, permet de délimiter justement l'épaisseur. Elle est au milieu de cette épaisseur. Donc vous avez à gauche une épaisseur de moitié. Vous avez à droite l'autre épaisseur de moitié. Vous avez la hauteur de ce rectangle qui correspond donc à la valeur de la fonction pour la valeur centrale qui se trouve ici. Donc l'idée, c'est de mettre toute une série de rectangles, et plus on a de rectangles, plus ce sera précis. Donc pour pouvoir déterminer quelle est l'épaisseur de ce rectangle, eh bien ce qu'il faut faire, c'est de prendre l'intervalle ici et de le diviser par la valeur la plus grande possible. Exemple, si je prends une valeur très faible, je prends n est égal à 2. Si je prends n égale à 2, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir deux rectangles, je vais avoir un rectangle à gauche, je vais avoir un rectangle à droite, et je pourrais calculer la somme de ces deux rectangles. Si je prends n est égal à 3, hein, donc je fais ceci, ce calcul-ci, j'aurai alors à ce moment-là trois rectangles. L'épaisseur sera déterminée justement par donc cette
l'intervalle divisé par 3 dans ce cas-là. Alors, utiliser des valeurs aussi simples, en pratique, c'est pas du tout ce qu'on fait, hein. C'est pas par 2 ou par 3 qu'on va diviser, mais plutôt par 10 000, 100 000, 1 million, quelque chose de très grand. Mais il faut dire que au plus grand on divise, eh bien l'épaisseur sera vraiment très très réduite, mais au plus la machine va devoir faire de calcul, et au plus long sera à ce moment-là le résultat qui sera fourni. Bien, alors, le point de départ x0 comme le point d'arrivée, eh bien, ce ne sont pas des valeurs centrales. Donc pour pouvoir arriver à la première centrale du premier rectangle, ici, qu'est-ce qu'il va falloir? Eh bien, il va falloir rajouter la moitié de l'épaisseur. Donc ça veut dire que la toute première valeur, le premier x, ici en réalité ce sera le x1, hein, la première valeur centrale correspondra en fait à x0 plus e demi. Eh bien, on va pouvoir voir tout de suite cela avec un exemple en Python. Regardons d'abord sur le plan mathématique. Voilà. L'idée, c'est de commencer à partir de cette parabole-ci, d'essayer de trouver l'aire qui se trouve ici en dessous. Alors, on voit que la parabole de type y est égale à 4 moins x carré. Eh bien, on a une intersection à moins 2 et à plus 2, eh bien, pourquoi pas, faisons le calcul de l'aire totale qui se trouve au-dessus. Alors, si on utilise le calcul dit de primitive, le calcul de l'intégrale définie, donc calcul de la primitive qui va de moins 2 à 2, peu importe ce qui est fait ici, je laisse à ceux qui aiment les maths, eh bien, on trouve une valeur qui vaut 10,6666666, ça n'arrête pas, ce ne sont que des 6. Donc, ce qui m'intéresse, c'est surtout de connaître cette valeur-là. C'est de savoir que quand on veut rechercher l'aire qui se situe en dessous de cette parabole, eh bien, comme résultat, on obtient cette valeur. Eh ben, on va voir ce qui se passe si on utilise Python. Alors voilà, donc le fameux LDA. Donc au départ, ce que je vais faire, c'est supposer que ma surface S vaut 0. Alors, il faut que je donne la valeur de mon intervalle, donc la limite inférieure et la limite supérieure. Donc x0, ça correspondra à moins 2. Ici, ça correspond à 2. Et c'est là que je vais pouvoir choisir la valeur de n. Donc je vais choisir 10, 100, 1000, 10 000, et puis bon, voir ce que je peux obtenir comme résultat. Donc ensuite, on a le calcul de l'épaisseur. Je n'ai plus besoin de détailler, j'ai expliqué comment on trouvait le résultat. Trouver ici la première valeur centrale, donc la limite inférieure plus la moitié de l'épaisseur. Et c'est ici que je joue avec ma boucle. Alors, je commence par rechercher la valeur correspondant à ma première valeur centrale. Donc, je vais trouver, si j'ai mon x1, bah, je vais fatalement trouver y1. y1 que je vais rajouter à ma surface. Alors, ce n'est pas exactement la surface, parce que ce qu'il faudrait, c'est que pour que je puisse faire le calcul de la surface du rectangle, ce sera bien la hauteur y multipliée par la largeur qui correspond à l'épaisseur. Mais comme elles seront toutes multipliées par l'épaisseur, je n'ai pas besoin de le multiplier à chaque fois dans la boucle. Ce que je peux faire, c'est multiplier la somme de toutes les hauteurs par l'épaisseur. Donc si vous voulez, je mets en réalité l'épaisseur en évidence devant le calcul. Et puis après, qu'est-ce que je fais? Ben, pour le prochain calcul, je vais faire que x2 corresponde à x1 plus l'épaisseur. Voilà, qui correspond à ceci. Et ça, je vais le faire n fois, puisque j'ai divisé par n. Donc la valeur ici que j'ai introduite me permet non seulement de connaître l'épaisseur du rectangle, mais elle me permet aussi de connaître le nombre de rectangles qui vont être additionnés.
Vous voyez tout à l'heure quand j'avais dit 10 000, donc il y a 10 000 rectangles qui vont être additionnés. Enfin la hauteur. Donc je fais ça autant de fois qu'il le faut. Quand il a fait les n tours, hein, qui va de 0 jusqu'à n-1, il va s'arrêter et je sais que l'aire totale, la surface, c'est le calcul qui m'a été donné ici, le S que j'ai trouvé là, que je dois multiplier par l'épaisseur, et je trouve le résultat. En Python, l'écriture est exactement la même. Je commence par donner une valeur 0 à S. J'en ai besoin puisque je vais directement faire une somme ici à l'intérieur de ma boucle for avec un range n, donc il va de 0 jusqu'à n-1. J'ai la limite inférieure et la limite supérieure de mon intervalle. N, je vais le choisir plusieurs fois pour voir ce que ça donne. Je sais que x0 et xn, je vais d'office le mettre dans mon petit programme qui sera égal à -2 et à +2. Mon x1, le premier x, ce sera la première valeur, mon intervalle, pas mon intervalle, ma limite inférieure plus la moitié de l'épaisseur. Et dans ma boucle, eh bien, j'ai le y qui vaut 4 moins x au carré. Ma surface sera égale à l'ancienne surface plus la nouvelle hauteur, donc autant de fois qu'il le faut. Je rajoute pour le prochain x l'épaisseur pour quand il fasse le calcul, eh bien, ils me permettent de pouvoir trouver un nouvel y qui va être ajouté de nouveau à ma surface, et comme ça n fois. Et une fois que toute la boucle est terminée, j'ai plus qu'à multiplier toute la somme des hauteurs par l'épaisseur pour obtenir le résultat final. Et le résultat donne en réalité ceci. Donc, comme illustration ici, je vous ai mis le dessin de la parabole faite par Python. Et à droite ici, bah, le résultat qui sont donnés par des calculs successifs en choisissant à chaque fois un n différent. On va toujours de -2 à +2 pour ce qui concerne l'intervalle. Et pour les nombres de rectangles qui vont se trouver ici à l'intérieur, si je prends 10 rectangles, j'ai 10,71 puis toute une série de 9. On n'est pas encore à 10,66666, mais vous voyez que avec n qui égale 100, bah, j'ai déjà 2 6 qui apparaissent. Si je fais n est égal à 1000, j'ai 4 6 qui apparaissent. 10 000, j'en ai 6. Et puis avec 100 000, j'en ai 2, 4, 6, 8. Vous voyez, ça augmente de plus en plus et je suis à chaque fois de plus en plus près de la bonne réponse. Alors, revenons à la fonction print. La fonction print, vous connaissez, hein, je fais print quelque chose entre parenthèses, hein, par exemple print x, et x correspond à une valeur qui contient une variable, par exemple 5, je fais print parenthèse x, il va me donner la valeur 2. Bon. Je peux compléter print en disant que ce que j'ai placé ici, donc par exemple du texte, eh bien je peux le compléter en écrivant end égale quelque chose entre double guillemets. Si je fais ça, eh bien en réalité, il va me rajouter quelque chose à côté du texte. Voilà, prenons par exemple, ici vous avez print i, si je mets une petite étoile, hein, et que i va de 1 jusqu'à 5, il va m'écrire 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, etc., etc. Alors si maintenant je vais écrire ceci, print i, virgule, et puis je fais end égale, et je mets un petit espace vide. Donc il va m'écrire 1, espace, 2, espace, 3, espace, 3, espace. Donc la différence qu'il y a entre cette écriture-ci et cette écriture-là, c'est que si j'écris print i tout seul, il va d'office me faire un passage à la ligne. Ça et ça, c'est équivalent. Donc ça veut dire que si je n'écris rien à côté du i, eh bien il va tout placer en vertical. Tandis que ici, si j'écris i, virgule et puis end avec un petit espace ici, eh bien je vais avoir droit à une seule horizontale. Donc voilà le résultat final. Vous voyez ici,
j'utilise la séquence range 5 avec for ici et print i avec rien du tout, il me met une belle ligne en verticale. Si par contre il décide d'utiliser ici n est égal guillemets guillemets, enfin double guillemets, espace double guillemets, et bien j'ai un résultat en horizontal. On va bientôt arriver à la fin. Encore deux petites choses à voir. Revenons à ma fameuse fonction style exécution conditionnelle. Pourquoi parler de ça? Tout simplement parce que ça fait déjà un bon moment que je parle des séquences. Les séquences fonctionnent dans les boucles, mais elles fonctionnent également dans la fonction si. Je peux très bien demander de faire quelque chose si je vois que j'ai une variable qui se trouve dans une séquence. Voilà, comme ceci. L'exemple est très parlant. Regardez ceci. Si je dis que je demande que au clavier vous écriviez une lettre en majuscule. Et voilà un mot qui contient toutes les majuscules. Et je me dis, tiens, si car, donc la variable qui contient la majuscule que vous avez écrite, si car le caractère se trouve dans la séquence suivante, eh bien, il peut m'écrire que j'ai affaire à une voyelle. Sinon, il peut me dire que c'est une consonne. Vous voyez? Donc, ça veut dire que je vais regarder si la variable se trouve dans une séquence bien définie. Si c'est oui, il va faire toute une série d'instructions. Sinon, bon, il va rien faire. Ou bien, il y a la possibilité de pouvoir rajouter un else. Et nous allons terminer par ce que j'appelle la cerise sur le gâteau, c'est la boucle infinie. Je vous ai dit en début de leçon que la boucle infinie, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Sinon, vous n'en sortez jamais, votre programme va tout le temps tourner, il ne s'arrêtera jamais, et le seul moyen de pouvoir l'arrêter, c'est d'appuyer sur la touche Escape. Mais en fait, il y a un moyen, c'est de rajouter le break. Le break, il permet à ce moment-là de pouvoir faire en sorte que votre programme s'arrête quand vous voulez. Et la boucle infinie est donnée par l'instruction la boucle while 1, tout simplement parce que while 1 correspond à 1 qui est toujours vrai. Si c'est toujours vrai, ça veut dire que ce qui est ici à l'intérieur, eh bien, il va tout le temps le faire. Et voilà une instruction classique qui est pas mal si vous voulez faire tourner un programme pendant plusieurs fois, mais que tant que vous n'avez pas décidé d'arrêter, vous voulez continuer. Donc l'idée c'est de dire qu'à la fin que vous voulez par exemple taper sur la lettre Q pour quitter. Donc ça veut dire que si vous tapez sur autre chose que Q, eh bien le programme va recommencer. Tandis qu'une fois que vous avez saisi au clavier la lettre Q, eh bien il va faire break, ça veut dire que le programme va s'arrêter. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la leçon.